Je suis très heureuse d'être parmi vous. Avec Marc, on a œuvré effectivement dans la première vague des marins et marraines jeunes mécènes. Ça, je crois que c'était vraiment une très grande expérience et beaucoup d'énergie qui viennent de vous. Ce soir, on m'a demandé de venir. L'an dernier, c'était très marrant parce qu'on était très mal installés. On était tous dans une soirée innovation assis sur des carrés sans dossier, ce qui au bout de 3-4 heures finit par être quand même un tout petit peu rude. Là, je vois qu'on s'est embourgeoisé, donc nous sommes très bien installés. François de Fitt, c'est quelqu'un que je trouve assez formidable. Je le dis, je ne l'ai jamais dit comme ça, mais voilà, c'est le soir des confessions. François, c'est un start-upper qui a sa deuxième start-up, qui a connu un moment très difficile. Il nous le racontera peut-être dans sa start-up actuelle. Et ce que j'ai trouvé formidable, d'abord, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça dans le premier échange, mais on a parlé de plateforme. Nous, on a envie de parler d'humain. Et que dans l'entreprise, c'est une formidable aventure humaine. Et c'est vrai dans les grandes entreprises, qui parfois l'oublient un peu, mais beaucoup de choses sont là pour le rappeler. Et puis c'est vrai aussi dans les startups, qui certaines d'entre elles l'oublient dès le démarrage, c'est-à-dire qui en font des endroits où on bosse en dehors des lois du travail classiques. Et je crois que François, c'est un exemple justement d'un sujet très différent. Il y a une façon de prendre des choses très différentes. Et en même temps, tu as été confronté à une situation très rude, puisque tu t'es retrouvé à redéfinir un business model et à devoir licencier un certain nombre de personnes. Donc voilà, je trouvais que c'était une très bonne façon de parler de l'humain de manière concrète. Alors mon expérience personnelle, c'est à la fois les grandes entreprises et des beaucoup plus petites entreprises, puisque aujourd'hui j'investis dans des startups innovantes. Alors j'ai pas investi dans celle de François, donc il est totalement libre de dire tout ce qu'il pense. Il n'y a aucune pression. Je pense que les grandes entreprises comme les startups ont des gens qui n'honorent pas effectivement ce que doit être une communauté humaine solidaire. Alors, je réagirai un peu sur ce qu'on a entendu sur les plateformes. Je pense que les communautés humaines, c'est indispensable et la création de liens par le contact existe au-delà du digital et je crois est nécessaire. On ne peut pas être uniquement dans le digital si on veut construire quelque chose de pérenne. Je crois que le rapport humain est très important. Donc je me permets d'être peut-être un tout petit peu old school sur le sujet. Le digital, génial, mais je crois que passer du temps ensemble est un sujet aussi extrêmement important et tout ne se gère pas à 100% par du télétravail ou par autre chose. Et je pense que, ayant l'expérience des très grosses et des plus petites, chaque communauté humaine doit essayer de tirer le meilleur parti des gens, et le meilleur parti des gens, c'est en donnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger sans donner. Et je pense que dans le monde dans lequel on rentre, et j'en finis là, je pense que l'audace et l'enthousiasme sont deux qualités absolument clés pour réussir. L'audace et l'enthousiasme, je ne pense pas que ce soit uniquement par des plateformes qu'on obtienne l'engagement des gens sur ces valeurs. Voilà. Merci Anne. Alors donc effectivement, on a vécu un moment difficile chez Pop Chef. Vous m'entendez ? Ouais. En 2 minutes pour vous raconter l'histoire de Pop Chef. Donc c'est une start-up que j'ai lancée il y a 4 ans. C'est la plus grosse boîte dans laquelle j'ai jamais travaillé, puisque j'ai jamais travaillé dans une boîte avant de créer ma boîte. Et donc il y a 4 ans, on a eu cette idée un peu folle de se dire qu'on pouvait battre Allo Resto en faisant exactement l'inverse d'Allo Resto, c'est-à-dire que Allo Resto proposait une exhaustivité de plats sur leur site. On allait proposer un seul plat par jour. Allo Resto proposait une livraison en 1 heure avec des frais de livraison. On proposait une livraison en 15 minutes gratuite. On n'avait pas encore pensé au fait qu'il fallait gagner de l'argent à l'époque comme monter une boîte. C'était pas une contrainte qu'on avait en tête. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'avait que 1 500 € pour lancer l'aventure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir le restaurant qui était en face de là où on habitait. On lui a acheté 20 fois son plat du jour à 9 € et on l'a revendu sur Twitter à 9,90 €. Ce qui nous a fait une très confortable marge de 90 centimes par plat.
Et comme on n'avait que 1500 €, il fallait absolument qu'on vende tous nos plats, sinon on perdait de l'argent. Et donc quand vous avez ce couteau sous la gorge, ça vous rend très créatif et vous arrivez très facilement à vendre vos plats. Et ça a bien marché assez rapidement, uniquement en vendant via Twitter et non pas via Facebook. Désolé. On est arrivé à un volume d'à peu près 1500 plats par jour, 10 000 plats par semaine. Et ça, c'était au bout de 2 ans et demi. Alors, c'était pas que via Twitter. Au final, on s'est développé, on a créé un site web, une application iPhone, etc. L'entreprise comptait plus de 40 salariés au bureau, plusieurs centaines de cuisiniers, mais pas dans nos cuisines, à peu près 500 livreurs, donc ça a grossi assez vite, tout ça en 2 ans et demi. Et puis c'est passé quelque chose de terrible, c'est l'arrivée massive de la concurrence. Donc tout le monde ici connaît Deliveroo, peut-être Foodora, Take It Easy, qui depuis les 2 derniers sont morts depuis, Uber Eats, Frishti, Foodcherry, Nestor, il y en a plein. Deliveroo a levé 1 milliard d'euros, Pop Chef a levé 4 millions d'euros. Donc c'était assez facile de voir qu'on allait très vite se faire grignoter. C'est le cas de le dire. On s'est retrouvé pour accélérer un petit peu l'histoire avec une levée de fonds de 10 millions d'euros qui devait avoir lieu et qui a été finalement annulée puisque l'investisseur principal s'est retiré 3 mois avant qu'on ait plus de cash et quelques semaines avant la signature. Il nous restait 600 000 euros sur le compte en banque et puis on perdait 200 000 euros par mois. Donc il nous restait 3 mois de cash devant nous. Donc à ce moment-là, nos investisseurs nous ont dit voilà, vous avez essayé, c'est pas grave, vous avez raté, on va aller se prendre un verre, vous montrer la prochaine boîte, on investira si ça se passe bien, si ça marche bien, et voilà, vous avez beaucoup appris. Donc c'est une très bonne chose. Et on n'a pas fait ça, on a réuni tous nos salariés dans une salle de réunion et on leur a expliqué la situation, on leur a montré le business plan et on leur a dit trouvons une solution ensemble. Donc la première solution à laquelle on a pensé, c'était de diviser tous les salaires par 3 pour tenir un peu plus longtemps. Malheureusement, ça n'a pas été possible puisque tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir ça pendant près 6 mois. Et la deuxième solution, c'était de se séparer des 2 tiers de l'entreprise. Donc passer de à peu près 40, c'était plus que 2 tiers, on est passé de 40 salariés à 8 salariés. Donc une bonne partie de l'entreprise, garder une seule personne par pôle d'activité et tout recommencer à zéro en pivotant l'activité sur des plateaux repas, c'est-à-dire un marché assez similaire, mais livraison en entreprise avec des marges plus confortables qui seraient assez vite rentables. Donc on a fait ça. Du jour au lendemain, on est passé on faisait quasiment 2000 plats par jour à 0 plat. On a fait 0 € de chiffre d'affaires le lendemain. Puis le surlendemain, on a fait 10 € et puis un peu plus. Et 1 an après, on a quasiment réatteint le niveau de chiffre d'affaires qu'on faisait avant en B2C. Ce qui est donc une belle histoire de pivot réussi. Et je terminerai là-dessus. Je pense que ce qui nous a vraiment sauvés dans cette histoire, pour rester dans le thème, c'est l'humain. On a eu une transparence complète, vraiment complète avec nos salariés depuis le début, avant même le pivot. Je ne sais pas si c'est moi. Avant même de faire ce pivot, on a toujours été très transparent sur les chiffres. Tout le monde avait accès au business plan. Tout le monde avait accès même à la trésorerie de l'entreprise. Donc il n'y avait vraiment aucun chiffre qu'on ne cachait. Ça nous a permis en fait d'avoir une relation de confiance qui a fait que les 8 mousquetaires qui sont restés ont bien voulu se battre jusqu'au bout. Alors, peut-être que François, tu pourrais nous donner aussi tes conceptions sur les vacances, parce que ça, c'est aussi un élément un tout petit peu particulier qui, je pense, peut intéresser des personnes dans la salle. Alors, effectivement, chez Pop Chef, on a été la première entreprise en France à officiellement mettre en place les vacances illimitées dans les contrats de travail. Donc, concrètement, ça veut dire que peu importe le nombre de jours de vacances que vous prenez, vous serez payé. Si vous prenez 10 semaines de vacances, vous serez payé pour 10 semaines de congés payés. Et donc, on parlait de transparence, c'est aussi la confiance. L'idée, c'est pas de dire chacun, tout le monde fait n'importe quoi. Simplement, c'est de dire que quand on fait confiance à quelqu'un, il va généralement vouloir mériter cette confiance et il sera plus responsable. Et les chiffres le montrent puisque nos salariés prennent en moyenne 6 semaines de vacances par an, c'est-à-dire un petit peu plus que la moyenne, mais pas beaucoup plus. Et alors, je ne sais pas si les vacances illimitées, c'est un modèle qui peut être calcable dans toutes les entreprises, mais
Alors c'est dommage parce que Frédéric et son camarade sont partis, donc on ne va pas pouvoir dialoguer sur le sujet. Moi je pense que l'avenir de l'entreprise, c'est beaucoup les hommes. Alors je crois que je suis le seul élément de la diversité ce soir, et les femmes à parler, pas dans la salle, à parler, les hommes et les femmes qui la composent. Et cette espèce de réduction de l'avenir à des plateformes, à des gens digitalisés, à des consommateurs digitalisés dans leur vie personnelle et à des travailleurs digitalisés dans leur temps professionnel, je pense que c'est une vision extrêmement réductrice. Je pense que les entreprises qui vont gagner, qu'elles soient très grosses, qu'elles soient très petites, c'est les entreprises qui vont réussir effectivement à engager leurs salariés. L'engagement, ça me paraît clair. Je crois que, alors on parle beaucoup de la génération Z, qu'elle cherche du sens, qu'elle ne fait des choses que s'il y a du sens. Moi, je ne crois pas du tout que ça soit un attribut spécifique de la génération Z. Je pense que c'est véritablement un phénomène de société collective qui atteint tous les âges, toutes les conditions. On ne donne le meilleur de soi-même, on ne travaille que si ça fait un sens. Sinon, on a des mercenaires qui sont là, effectivement, le temps de la journée qu'il faut, le temps qu'il faudra, et puis on ira faire autre chose. Ça existe énormément. Et ça, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on obtienne des hommes et des femmes ce qu'ils peuvent réellement donner. Et entre les entreprises de mercenaires et les entreprises de gens totalement dédiés, je crois que la différence se voit énormément. Et je rebondis là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Et puisqu'on parle de l'homme et l'entreprise, d'ailleurs le sujet c'est l'entreprise et l'homme et non pas l'homme et l'entreprise, ce qui est assez amusant parce que ça met l'entreprise en priorité par rapport à l'homme. Mais si on reprend et qu'on dit l'homme et l'entreprise, je pense que c'est même gagnant pour l'entreprise à long terme d'être profondément humaine, puisque en étant humaine, finalement elle valorise ses talents qui vont bien mieux s'exprimer, mais aussi mettre de l'humain au cœur de l'entreprise. C'est forcément source d'innovation. On innove que quand on se sent en confiance, que quand on sent qu'on a un filet de sécurité. Bon, je suis mal placé pour dire ça dans ma boîte, mais disons que l'innovation ne vient qu'avec la confiance, elle ne vient pas si on est dans une pression de performance. Et je suis convaincu que l'entreprise doit avoir aujourd'hui un rôle qui est au-delà de l'humain, qui est quasiment sociétal en fait, vraiment une vision de ce qu'elle apporte au monde qui l'entoure. Non, puis je pense que quelqu'un qui a le choix, et les meilleurs, ils iront dans les entreprises qui, effectivement, sont capables de les développer, de leur apporter quelque chose, qui ne soit pas uniquement un salaire. Donc cette vision, je dirais, un tout petit peu machiniste, moi je crois beaucoup plus qu'on est dans un monde qui fait que l'épanouissement doit être tous azimuts, y compris et beaucoup dans le travail. Donc la vision très pyramidale, on voit bien qu'elle est morte, ou en tout cas qu'elle a beaucoup de problèmes à survivre. Mais la vision digitale du monde, voilà, moi je pense qu'on a besoin du digital, mais qu'on n'a pas besoin de devenir esclave du digital. Complètement d'accord. Il nous reste combien de temps est-ce qu'il nous reste ? Si on est d'accord, c'est pas vraiment un... Frédéric, 2 minutes. Aide-nous à... Agresse-nous, là. Alors moi, j'ai regardé une vidéo de François, parce que Quentin m'a dit, et j'ai trouvé, donc vous êtes 2 à avoir créé cette société, et ton associé raconte une histoire assez amusante. Alors, des livraisons, il va falloir m'aider. De livraisons que vous faisiez dans le Sancier. Ah, les livraisons. Les plateaux repas. Alors, je sais pas s'il aurait dû le dire en vidéo, c'est pas forcément très respectueux des normes d'hygiène. Donc vous allez garder le secret pour vous. En fait, à la base, on a commandé les plats au restaurant, mais assez rapidement, le restaurant nous a dit mon chef va démissionner. On avait doublé la taille du restaurant en plats livrés. Donc vous avez 3 jours pour partir. On n'a pas trouvé de restaurant. Du coup, on a commencé à cuisiner dans le local à vélo de Ah oui, alors là, attention, parce que s'il y a quelqu'un de la répression des fraudes, là, on est... Je pense qu'il y a prescription. On le coupera. Voilà. Et c'est vrai qu'on a livré en Vélib, donc on mettait les plats dans le coffre de la Scénic de mes parents. On garait, là, on avait 1500 €, hein. Soyez indulgents. On mettait la Scénic sur une place de livraison et puis on livrait en Vélib depuis la Scénic. Et malheureusement, un jour... Et ben, un jour, il n'y avait plus de Vélib. Et la voiture s'est fait enlever aussi. Et la Scénic est partie à la fourrière, avec tous les plats dans le coffre.
Non, mais c'est une belle, je dirais, quand on voit maintenant votre entreprise et voilà, c'est tout ce que vous faites, on peut se dire qu'il y a toujours un début un peu difficile, mais en persévérant. Complètement. Et encore une fois, on s'inscrit dans une histoire qui, du coup, est profondément humaine, qui amuse beaucoup les salariés et qui est aussi un argument de recrutement. Ouais. Puisque moi, en fait, je suis quasiment pas un des plus jeunes, mais si presque un des plus jeunes de ma boîte, et je recrute systématiquement des gens plus âgés que moi. Donc disons qu'un des seuls arguments de légitimité que je peux avoir, c'est de raconter cette histoire et comment c'est développé avec rien. Et donc j'ai envie de dire, l'humain, c'est un peu mon seul argument pour recruter, puisque j'ai pas 20 ans d'expérience derrière moi. Donc je pense que ça s'inscrit aussi un peu dans ce qu'on cherche à dire. Mais moi je dirais que l'humain c'est aussi, ALP, l'entreprise que j'ai fondée, on investit dans des sociétés innovantes, on a plus de 15 investissements. Et je dirais, les critères d'investissement, le premier devant tous les autres, c'est people, people, people. Il y a une fois où on n'a pas pris people, 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 parce que la techno était tellement géniale, c'était pas seulement un pilote, il y avait déjà une usine, elle existait, c'était vraiment révolutionnaire, mais les gens, on ne les sentait pas. Mais bon, c'est trop génial, il faut y aller. Eh bien, on en est sorti parce que, très bien, on a fait une très bonne affaire, donc tout ça est parfait, mais on avait raison de ne pas sentir. Donc, les signaux faibles sur les gens, une aventure entrepreneuriale, ce sont des gens. Et ça, vous pouvez aller faire toutes les plateformes du monde. Vous pouvez avoir tous les systèmes experts. Ils vont repérer des tas de choses, peut-être. Mais il reste une adéquation, des valeurs, une culture, une façon d'être. Tout ça, c'est complètement clé. Et puis, une forme d'intuition. Mais les dirigeants d'une entreprise, c'est complètement clé. Et voilà, vous allez me dire, tout le monde n'a pas les mêmes critères, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Je pense que la réussite, ça passe par les gens. Merci Anne. Merci François.